Eh bien donc le 24 décembre 1982, Aragon, Louis Aragon, poète, romancier, journaliste, intellectuel, homme engagé. Ah non, pas engagé, il faut pas dire ça. Bref, enfin, le grand écrivain que l'on sait mourait à Paris. Un mois avant l'anniversaire des 30 ans de cet événement, nous revenons aujourd'hui sur cette figure majeure du XXe siècle français, mais peut-être trop connue pour être bien connue, pour éclairer la vie et l'œuvre de celui dont la formule de nos invités, la vie posthume ne fait que commencer. Nous avons invité donc Pierre Juquin. Bonjour Pierre Juquin. Bonjour. Vous publiez ancien. Alors je rappelle, pour ceux qui sont un peu gamins, que vous êtes un ancien député communiste. Notamment, vous avez fait partie de ceux qui ont voulu d'ailleurs à une époque rénover la gauche et refonder un parti communiste que vous avez quitté. C'était en 1987 quand vous êtes rentré en dissidence. Et vous avez bien fait sans doute parce que du coup ça vous a laissé le temps pour travailler et travailler excellemment. Pardon de cette taquinerie, mais il faut dire que votre somme, qui est le premier tome de la vie d'Aragon, Aragon, un destin français, aux éditions de La Martinière, qui compte plus de le premier presque 800 pages, est une somme incroyablement, je ne sais pas quoi dire, et touchante, à la fois émouvante, et on apprend énormément de choses. Enfin, c'est un travail incroyable que vous avez fait là avec cet Aragon, et nous recevons lui aussi, il consacre depuis longtemps de très longues années. Nous recevons avec vous Daniel Bougnoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'université Stendhal de Grenoble 3, et cela fait combien de temps que cela fait que vous travaillez sur Aragon? Le premier tome est paru en 97, donc j'aurais passé 16 ans de ma vie avec les 5 tomes Pléiades d'Aragon. Voilà, donc de la Pléiade, puisque le 5e sort en ce moment, et puis vous publiez, et nous y reviendrons, chez l'un et l'autre, cette très belle collection dirigée par J.B. Pontalis, Aragon, la confusion des genres, qui déjà dans le titre dit beaucoup de choses. Peut-être on va prendre les choses dans l'ordre, pour s'en sortir un petit peu, et puis on verra bien comment ensuite partira la discussion sur Aragon, parce que au départ je me dis est-ce qu'il faut vraiment partir de la chronologie, la biographie, de la date de naissance jusqu'à la fin pour parler d'Aragon? Et puis on se rend compte tout de même, quand on vous lit Pierre Juquin et qu'on était peu au fait de la biographie d'Aragon, oui, qu'il faut démarrer tout de même par là, parce que c'est hallucinant. Vous pouvez me dire le lieu exact, le jour exact, le mois exact de l'année exacte de la date de naissance de Louis Aragon? Sur l'année, je crois qu'on ne discutera pas. Sur le mois, peut-être pas. Sur le jour, à 1 ou 2 jours près, parce que j'ai trouvé un document qui traîne dans ses archives d'ailleurs, parce qu'il a laissé quelques petites bombes à retardement comme ça. Son père a peut-être trafiqué un peu le jour de sa naissance, à 1 ou 2 jours près. Le lieu, alors ça c'est un autre problème. Officiellement, il est né à Paris. Sa mère s'est précipitée à la clinique et prise de court, elle a accouché en plein air sur la place des Invalides. Fallait bien qu'un héros accouche à côté d'un dieu. Et puis, voilà, il aurait commencé sa vie. Je ne suis pas du tout sûr. Je ne sais pas ce qu'en pense Daniel. Enfin, on l'a fait aussi naître à Madrid. Pardon. On l'a aussi fait naître à Madrid. Alors, c'est un document fabriqué par ce franc-maçon qui était son père naturel, comme si les autres ne l'étaient pas, qui était un dignitaire de la Troisième République, le préfet de police Andrieux. Il a fait fabriquer un document par l'Église catholique. Parce que nous n'avons pas d'acte de naissance d'Aragon. Nous avons un acte de baptême. Un point c'est tout. À Neuilly-sur-Seine, s'il vous plaît. Et il est dit là qu'il serait né à Madrid. Ses parents, Madame II et Monsieur II, des noms à rallonge qui évoquent les romans feuilletons, genre Ponson du Terrail, auraient eu un accident. Il aurait été adopté par cette grand-mère et cette mère. Mais il y a une autre version, car on a mêlé les masques en quelque sorte. Il y a une autre version, il serait le fils de sa grand-mère réelle, et sa mère réelle, Marguerite, serait sa grande sœur. Voilà, allez vous débrouiller avec ça. Voilà, allez vous débrouiller avec ça. Il n'appelle pas son père, mais il l'appelle parrain, et quand il présente sa mère, il dit c'est ma sœur. C'est ma sœur, et il le dit très longtemps. Très longtemps. Même quand il connaît noir sur blanc la vérité, après la guerre de 14-18, il est déjà militant communiste, il dit à Paul Vaillant-Couturier, ma sœur a appelé. Alors tout ce petit cercle de gens est au courant. Daniel Bougnoux.
Les fictions ont la vie dure, et Aragon va tout faire pour renchérir sur la fiction familiale par l'écriture de ses romans. On sent très bien dans ce que vient de dire Pierre, effectivement, que ces origines complètement truqueuses, auraient pu tuer un enfant ou le rendre psychotique à vie, ou en faire un génie. Aragon a choisi la seconde voie. Il a magnifiquement renchéri sur le trucage familial par une puissance généalogique. Son premier petit roman, Quelle âme divine, commence par de la généalogie. Et on voit très bien comment l'enfant est à l'affût des détails d'une vie familiale, par définition secrète. Donc le désir de percer des secrets est au cœur de sa recherche. Et Aragon est un chercheur, et d'abord un chercheur en famille. Alors il disait qu'il y a entre ma naissance et celle de Jésus quelques ressemblances. Évidemment, cherchez le père. Cherchez le père. Il est donc né du Saint-Esprit auprès de Napoléon, et entre Paris et Toulon, quelque part. Je pense qu'il est plutôt né à Toulon. Ah, vous dites, oui, c'est ça. Vous dites qu'il est né à Toulon. C'est une hypothèse. Je ne peux pas le prouver, mais il y a beaucoup d'indices. Alors, à partir de là, on pourrait se dire, oh là là, cet homme part dans la vie avec effectivement, au fond, une sorte de roman déjà familial, très riche, qui pourra lui donner des perspectives d'une vie absolument incroyable. Et pourtant, dans le même temps, cette chose aussi fantasque que ces incertitudes, entre guillemets, tout de même, et de date de naissance, sont contrebalancées par le fait qu'il va vivre une enfance dans un milieu plutôt de la très bonne bourgeoisie, voire grand bourgeois, très bonne éducation, très bon lycée. Son père est un grand bourgeois, c'est un notable de la Troisième République. Il sera député une grande partie de sa vie. Il finit sa vie à près de 80 ans en présidant la séance d'ouverture de la Chambre des députés après la guerre de 14-18. Et il est lié par son origine et par son mariage à la très haute bourgeoisie protestante qui joue un rôle dans la Troisième République. Ce sont des industriels fortunés. Du côté de sa mère, c'est un peu moins brillant. Je dirais que c'est la moyenne bourgeoisie. Et là encore, le roman apparaît. Le grand-père, le père de sa mère, qui était préfet ou sous-préfet, déserte son poste, va en Turquie et devient une espèce de mafieux qui dirige les casinos de Istanbul, de Constantinople. Alors, il a mangé le magot quand même. Il y a un peu moins d'argent, mais c'est la bourgeoisie, c'est les beaux quartiers, titre d'un de ses plus beaux romans, Neuilly, l'Étoile. Et c'est une bourgeoisie et un milieu familial dont il prendra conscience évidemment très tôt, dont il voudra à la fois se départir, mais tout en gardant tout de même évidemment tous les enseignements, on pourrait dire, parce qu'après tout, cela ne fera pas de lui nécessairement un écrivain justement révolutionnaire, ou comme dit Pierre Daix, il ne faut pas dire Aragon écrivain communiste, il faut dire Aragon écrivain et communiste, mais ne pas mélanger, Daniel Bougnoux. Sa relation à la famille est en effet très ambivalente. À la fois, il y a beaucoup de tendresse, et puis il y a une haine du père, avec aussi de la tendresse, parce que effectivement tout le monde est autour de lui et en fait un enfant choyé, un wonder boy qui est éduqué dans un milieu extrêmement riche en éveil sensuel. La pension de famille de l'avenue Carnot, par exemple, c'est un délice pour le petit Aragon qui court de chambre en chambre, passant entre les mains des belles étrangères, comme il le raconte, comme il le chante dans un poème du roman inachevé. Donc cet enfant, c'est bon an, mal an, choyé, et néanmoins complètement truqué, personne n'est à sa place autour de lui. Alors il y aura cette immense ambivalence vis-à-vis de l'affection des siens, qui sera toujours nuancée d'une extraordinaire revendication et révolte. Et je crois que cette fracture sentimentale traverse toute la vie d'Aragon, cette ambivalence sentimentale. Alors est-ce que le mot ambivalence tout court ne traverse pas la vie d'Aragon? Par quelques bouts qu'on attrape le sujet Aragon, y compris, et vous le dites, il y aura toujours indéfectiblement ceux qui ne le supportent pas, du fait notamment de ses engagements, on y reviendra sur le mot engagement politique, et du fait de sa conduite par rapport notamment au système soviétique, aux moments les plus terribles qu'il continue de soutenir et qui le disqualifient, et d'autres qui disent non, pas de souci, c'est le grand écrivain, Dormesson encore le dit dans l'Humanité d'aujourd'hui, c'est le grand écrivain du XXe siècle, le grand écrivain français. On ne peut pas parler d'Aragon. Vous dites il faut pas chercher à départir tout ça, il faut tout prendre. Il faut prendre tout Aragon, c'est sûr. Il n'est passionnant que si on le prend tout entier, mais en même temps, c'est un sujet de passion. C'est-à-dire qu'il divise violemment les gens pour ou contre, et encore aujourd'hui, et encore cette semaine, où je rencontre des gens qui ne peuvent pas sentir Aragon. Et pour moi, au contraire, c'est le héros de la littérature du XXe siècle. Et je comprends ces écarts dans l'évaluation. Aragon a le don d'exaspérer les passions, et il en a joué toute sa vie. C'est un immense manipulateur de passion. Ben oui, parce que cela dit, comment on fait effectivement pour défendre l'homme qui écrit
Vive le GPU, véritable image de la grandeur matérialiste. Vive le GPU contre Dieu, Chiappe et la Marseillaise. Vive le GPU contre le pape et l'époux. Vive le GPU contre la résignation des banques. Vive le GPU contre tous les ennemis du prolétariat. Oui, ben enfin, il faut situer. Alors, ça, c'est bah, très, très à vous, c'est votre boulot. Ça. Alors, quand on lit Aragon, il le disait lui-même, il faut toujours dater. Toujours. Et je dirais, dans un français d'aujourd'hui, contextualiser. C'est ce que j'ai essayé de faire, d'ailleurs. Et moi donc oui, parce que c'est pas seulement une façon marxiste d'aborder les choses, c'est absolument indispensable s'agissant d'Aragon. Alors là, il faut le situer, nous sommes avant-guerre, il y a beaucoup de gens, Malraux, Gide, etc., au moment où il écrit ça, Gide va se démarquer assez vite, qui partagent cette vision des choses. Il a grandi, vécu, lutté dans un monde bipolaire. Il y a deux côtés de la barricade, un monde incroyablement, horriblement simplificateur. Et il a choisi un côté. Et il a choisi une fois pour toutes. C'est une adhésion... Et Aragon n'aime pas les schismes. Non. Ça, c'est complexe. C'est ce que vous dites, hein. Oui, il n'aime pas les schismes, il est contre. Et il a réfléchi. La fidélité est pour lui une vertu. C'est une vertu chevaleresque, il a été nourri de ça dans son adolescence, mais c'est aussi un choix. Il a fait un choix en 1927-1930, ça s'étale sur 3 années en réalité, et s'y tiendra toujours. Un jour il m'a dit, il l'a dit à d'autres je crois, mon petit, ce parti, le Parti communiste, oui il disait mon petit à tous les hommes plus jeunes qu'il aimait bien. Mon petit, il y en avait beaucoup. Ce Parti communiste, il a tous les défauts, tu lui connais même d'autres que tu lui connais pas encore, mais c'est le seul qui puisse changer la société, changer la vie, ce qu'il appelait faire la révolution. Il s'est tenu à cela. Et puis il y avait l'expérience politique. Il disait tous les matins, je me lève et je me demande ce que je vais faire et j'en conclus que le je vais soir, rester au je Parti communiste. le lendemain matin, je réadhère tous les jours. Et je dirais qu'il avait aussi, c'est un autre aspect, compris les mécanismes de la politique, du pouvoir, savoir jusqu'où on peut aller sans rompre, pour avancer sans rompre. Et il est un extraordinaire tacticien à l'intérieur du Parti communiste, du mouvement communiste par rapport à l'Union soviétique. Il avait peut-être appris ça de son père. Parce que je crois que je suis arrivé à montrer, je pense ne pas me tromper, j'espère, que le père a été beaucoup plus présent qu'Aragon ne le dit plus tard. Il est là, il l'éduque, il l'amène à l'Assemblée nationale, la Chambre des députés à l'époque. Un huissier lui montre un casier où il y a écrit Grand A et il lui dit, il avait 15 ans ou 14 ans, il lui dit, ce sera sans doute le casier de monsieur plus tard. Et Aragon a beaucoup réfléchi sur la nature du pouvoir, les rapports de force, la pratique de la politique, même dans le Parti communiste. Vous écrivez, Daniel Bougnoux, le poète ne fut pas comme le caïman tétanisé par l'histoire. Aragon souffrait plus que d'autres d'être communiste, mais il en jouait. Bon, vous avez les yeux de chimène pour Aragon, vous évidemment. Ça, c'est dans le chapitre sur Althusser, au propos de la confrontation des deux LA du Parti communiste. Oui. Mais vous parlez bien d'Aragon. Oui, et de la mélancolie communiste qui conduit Althusser à un meurtre atroce et qui conduit Aragon qui peut-être adhérait d'une autre façon qu'il est intéressant de confronter. Aragon avait interposé la fiction, le mentir vrai, le jeu entre ses passions politiques et les pressions immenses que l'histoire infligeait aux militants communistes et aux militants de haut niveau, qui était un homme comme Aragon. Et donc, il n'a pas connu la tragédie. Même si c'est un auteur profondément tragique, Althusser, lui, a plongé dans l'enfer de la psychose. Aragon a, je dirais, joué avec la psychose, il l'a frôlé. Et Aragon est plus qu'un autre, dès le surréalisme, sujet au suicide, aux crises d'identité, à la folie. Mais il l'a frôlé et il a fait ses livres. Par trois fois, il a frôlé la mort, dites-vous. Ah, ça c'est dans la guerre, c'est pas la mort volontaire. Mais il y a quand même le suicide de Venise. Le suicide de Venise. Il y a le chantage au suicide qu'il a répété souvent auprès de ses camarades. Mais c'est vrai qu'il n'est jamais passé à l'acte et que finalement il a enterré tout le monde. Ce grand vivant est mort à 85 ans. Seul Philippe Soupeau, je crois, a survécu à Aragon. Donc ça ne lui a pas si mal réussi que ça. Alors, pour terminer cette première partie et rajouter encore un peu de complexité dans le personnage, alors Aragon, moi j'apprends ça en vous lisant, Pierre Juquin, il a commencé à écrire sans savoir écrire et sans même jamais avoir lu. Oui, on peut le dire comme ça. Oui, il écoutait. Et il dictait des romans à ça. Il a été quand même très bien éduqué. Ouais. On l'amène voir des spectacles au théâtre. Il n'y a pas que des défauts à l'éducation bourgeoise, vous voyez. 4 ans, il a baigné dans la marmite de la culture. Il lit tout. C'est ce qui frappe à Breton. La première lettre que Breton a écrite quelques heures après avoir rencontré Aragon. C'est magnifique. Il dit il a tout lu, il sait tout. Il récite du Rimbaud. Oui, mais même avant d'avoir tout lu, il dicte des romans. Parce qu'il écrit combien 20 romans
romans à 14-16 ans, il a déjà 20 romans dans la vie. 50, 60, on ne sait pas. Même sur le papier des cabinets. Parce qu'on lui coupait le papier, on lui supprimait le papier pour qu'il se calme un peu, ce petit. Je crois que Daniel Bougnoux l'a expliqué. On pourrait penser qu'un enfant qui a une pareille histoire, qui vit dans un monde de masques et en même temps un peu vaudevillesque, il faut bien dire, pourrait être écrasé par cette situation. Or, c'est pas le cas. Il réagit par des chefs-d'œuvre. Il réagit en produisant un autre monde. Le monde à bas, je le bâtis plus beau. Voilà, et vous parlez, Daniel Bougnoux, de frénésie onomastique du roman à propos d'Aragon. Alors d'ailleurs, il faut dire Aragon parce qu'il n'aimait pas son prénom, sauf au Parti communiste. Au Parti communiste. Il détestait son prénom, parce que c'était le prénom de son père qu'on lui avait imposé. Mais au PC, on s'appelle par le prénom. Mais au Parti communiste, la tradition, c'était de dire Maurice à Thorez, Jacques à Duclos, etc. Il fallait appeler absolument pour son prénom. Un jour, au comité central, on avait signé un texte de lui, Louis Aragon. Il pique une crise à laquelle personne n'a rien compris, d'ailleurs, parce que personne n'était au courant. Aragon au sommaire des matins avec Pierre Juquin qui publie Aragon, un destin français aux éditions de La Martinière, et Daniel Bougnoux qui publie Aragon, la confusion des genres chez l'un et l'autre chez Gallimard, et qui bien sûr a coordonné l'éditeur avec Gallimard bien sûr du tome 5 de Aragon dans la Pléiade. 8h17. Lors de la chronique de Brice Couturier, avec un peu de provocation peut-être, messieurs, Juquin et Bougnoux, Brice Couturier nous dit « Aragon, hélas ». Oui, j'avoue franchement que j'ai jamais bien compris la littérature d'Aragon. Et pourtant, j'ai beaucoup admiré dans ma jeunesse la fureur stylée d'Anicet, du traité du style, les audaces intellectuelles, le dandysme du paysan de Paris. J'ai attendu l'été dernier, c'est vous dire, c'est tout frais, pour lire enfin Aurélien, qui m'a agacé par ses allures de roman populiste, style indirect, libre, relâchement stylistique indigne d'un écrivain de ce calibre. Je cite une phrase, page 113. « Est-ce qu'elle aurait trouvé ça une honte, un pharmacien dans la famille ou quoi ?» D'Aragon, sa frivolité pesante, ses façons de faire l'enfant. Mais si on me demandait, oui Marc, si on me demandait quel est le plus grand poète français du XXe siècle, je répondrais Louis Aragon, hélas. Les chanteurs à texte ne s'y sont pas trompés, qui n'a jamais pleuré en écoutant l'affiche rouge par Léo Ferré. Mais j'ai une excuse, c'est aussi que cet écrivain était un paradoxe incarné. Paradoxal, ce surréaliste qui écrit des romans, genre conspué par la bande à Breton pour déviation réaliste. Le roman laisse en berne le drapeau de l'imagination, selon le pape du surréalisme. D'ailleurs, c'est au réel en tant que tel qu'en a le surréalisme. Il est par définition pauvre et décevant. Ceux qui s'en contentent ne méritent que le mépris. Je cite une jolie phrase de Breton dans Les Pas perdus. « Je me garde d'adapter mon existence aux conditions dérisoires ici-bas de toute existence. » Mais la réponse d'Aragon, qui a décidé de traverser le surréalisme des yeux grands ouverts, comme vous dites, Daniel Bougnoux, elle figure dans Le Paysan de Paris. C'est le merveilleux quotidien, l'émerveillement du flâneur disponible face à des cohérences inexpliquées et secrètes, aux arrangements provisoires du hasard objectif. Et à partir de 1933, Aragon se lance dans une entreprise romanesque, une des plus ambitieuses de notre littérature, avec le cycle du monde réel. À partir des Cloches de Bâle, 1934, et jusqu'au cycle des communistes, il leur a donné plus de 4000 pages. Mais quel est le sens de cet incroyable déploiement ? Paradoxal, ce tempérament anarchiste qui se compare volontiers, je le cite, à un voyageur sans billet assis sur le marchepied du train, ou encore à une voiture abandonnée au beau milieu d'un terrain vague, qui se voue soudain à une femme et à un parti. André Breton aussi a bien aimé le communisme, mais comme facteur de désordre, comme mythologie de la révolution, comme insurrection de l'imaginaire. Pour Aragon, au contraire, le communisme va devenir une religion, un ordre. Il accepte tous les retournements, justifie le pacte germano-soviétique, avale toutes les couleuvres. Il sera, à partir de la guerre et de l'occupation, un communiste d'ordre. Patriote, il chante les provinces de France. Défenseur de la famille, il exalte, je le cite dans le livre qui s'appelle « L'homme communiste », le développement normal des sentiments naturels, les rapports entre les êtres humains liés par l'amour de l'homme et de la femme, la tendresse des parents envers la faiblesse enfantine et la reconnaissance qu'expriment à leur tour les fils et les filles à leurs parents âgés. Page 29, je cite mes sources. L'ancien surréaliste se fait donc l'héritier des formes les plus traditionnelles de la poétique romantique, mais il le fait tellement bien.
Aragon, hélas, vous dis-je. Paradoxal, ce communiste d'ordre qui manifestement s'impose des disciplines et des contraintes contre sa nature, qui se lance enfin dans un nouveau cycle littéraire à la fin de sa vie, où on pourrait bien lire une espèce de déconstruction de l'art romanesque lui-même, une espèce d'intériorisation, comme vous le dites, du linguistique turn, d'un écrivain malgré tout très sensible à l'ère du temps. Théâtre, roman, Blanche ou l'oubli. Et puis il y a, c'est ça qui me gêne le plus, cette aisance un peu trop grande, ces acrobaties, cette fascination pour le mensonge, pour le théâtre, pour les masques et les jeux de rôle, qui sent un peu son imposture. Et puis cette amertume, celle qui était dans le roman inachevé, cette amertume d'avoir été trop contraint à mentir sous Staline, qui sent elle aussi la mise en scène. Parce que pendant ce temps-là, de vrais gens finissaient leur vie par moins 40 dans les camps du goulag. Bref, Aragon est peut-être un peu trop compliqué pour moi, je vous l'abandonne. Mon Dieu, quel réquisitoire. Eh bien, comprendre... Pierre, je signale pour ceux qui n'ont pas l'image que Pierre Juquin sourit en levant les bras d'un air de dire « Bon, on verra, on va voir ». Alors Daniel Bougnou, comment Non, moi je suis un pédagogue, j'ai enseigné 30 ans la littérature à des étudiants parfois très rétifs. J'aimerais bien avoir en ce moment Brice Couturier dans ma classe, mais il faudrait plus de 20 minutes évidemment pour lui dire qu'Aragon, en effet, moi-même je ne le comprends pas, si comprendre veut dire surplombé par sa propre raison. Non, il m'éblouit, il m'étonne, il m'excite, je le désire d'une certaine manière intellectuellement, j'ai beaucoup de curiosité pour cet homme qui est en effet une énigme, un imposteur non, qui est pétri de contradictions, parce que les contradictions sont aussi celles d'un siècle absolument écrasant. Bon, Aragon a été dans des parages que les écrivains ne fréquentent guère, le Comité central, l'Union soviétique, il a fait 2 guerres, plus la guerre froide. Bon, qui de nous a fait 2 guerres finalement? Et donc c'est un combattant, pas un combattant, disons, très, très visible, parce que les combats du parti sont souvent à l'étouffée, tortueux, et Aragon reste dans le parti. Il y reste parce qu'il pense que, hors du parti, il ne pourra pas le changer, et qu'il a l'ambition, sans doute déraisonnable, de changer son parti, tellement suiviste par rapport aux consignes mousquetaires. Mais Aragon n'est pas un scout mousquetaire. Aragon il se bat comme un lion de l'intérieur avec cette contrebande qui lui a tellement bien réussi contre les Allemands dans les années 40 et contre Vichy. Et cette contrebande, on le voit la ranimer contre son propre parti dans ses ouvrages là, de Blanche ou l'oubli, de La mise à mort, la dernière période d'Aragon, mais déjà dans La Semaine Sainte, mais déjà dans le roman inachevé. Donc tout cela est... Mais contrebande à laquelle Brice Couturier ne croit pas, Pierre Juquin. Oui. Il n'a pas été révisionniste, il aurait pu, hein. Il y a eu des grands intellectuels communistes qui sont devenus révisionnistes assez tôt. Il a quand même pas mal soutenu Garaudy. Il n'a pas été. À l'époque du révisionnisme proprement dit. C'est un personnage extrêmement compliqué, on l'a dit, contradictoire. Je partage ce qui vient d'être dit par Daniel Bougnou, je ne vais donc pas le répéter. C'est le problème du siècle aussi. Il a été un homme dans son siècle, dans son temps. Ce XXe siècle que l'historien britannique Eric Hobsbawm appelle le siècle des extrêmes. C'est un siècle beau, grand et terrible. Et Aragon, je crois, une partie de la grandeur de son œuvre et de la valeur de son œuvre pour les hommes d'aujourd'hui encore, c'est qu'il a été un témoin en même temps qu'un acteur exceptionnel au centre de toute cette histoire. Et il a dit comme personne la tragédie des communistes et aussi la tragédie de tous les gens qui ont vécu ce siècle, comme disait Daniel Bougnou, qui a fait les 2 guerres mondiales, et courageux, au front, en prenant tous les risques, comme médecin militaire, qui a parti... Oui, 5 ans d'études de médecine. 5 ans d'études de médecine, il faut le préciser, on voulait qu'il soit médecin. Et c'était un médecin. Il y avait quelque chose chez lui de médical, d'ailleurs. Quand il avait quelque chose, je me souviens une fois ou deux, tout de suite, il savait ce qu'il avait, et il savait en gros ce qu'il fallait faire, mais c'est une parenthèse. Aragon est un formidable témoin du XXe siècle. Et je crois que ça, on ne lui enlèvera pas. Et en même temps, vous l'avez dit, surréalisme, réalisme. À la fin de sa vie, il disait souvent, dans surréalisme, il y a réalisme. Parce que dans la réalité, il n'y a pas simplement la nécessité de la regarder comme elle est. Il y a la nécessité de regarder en elle comme elle peut devenir. Et ça, le réalisme socialisme est un surréalisme, si je vous comprends bien. Mais Pierre Juquin... c'est pas absolument faux. Pierre Juquin... jusque-là. Paradoxal, mais pas... J'ai dit pas absolument faux. Pierre Juquin, une des qualités de votre biographie, il faut bien le dire, c'est que ça n'est pas une hagiographie. Vous aimez terriblement, évidemment, le bonhomme et l'œuvre du bonhomme, mais enfin, ça n'est pas hagiographique, puisque si on note plusieurs fois, mais par exemple, page 122, vous dites « Dieu que cet homme est complexe », parce qu'évidemment, on n'échappe pas
pas, par exemple, au chapitre des passions littéraires de Louis Aragon, mais notamment celle, et c'est là que vous dites Dieu que cet homme est complexe à la fin. Bon, voilà, Barrès. Hein. Vous dites, voilà, il écrit, par exemple, les communistes, son livre, les communistes procèdent d'une conception barésienne. Il y reviendra à Barrès, hein. La colline inspirée, la question de l'énergie nationale. Voilà. Toute sa vie. Alors, il dit même, c'est vrai, dans La Lumière de Stendhal, enfin dans les essais publiés dans le recueil La Lumière de Stendhal en 1954, que les communistes sont inspirés du type même de roman politique dont l'un des héros était d'ailleurs son propre père. Le roman de l'énergie nationale, le préfet Andrieux, il apparaît à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui fait que vous, au fond, tout de même sans être géographe de Louis Aragon, vous ne rajoutez pas le « hélas » que rajoute Brice Couturier? Pourquoi vous ne dites pas Aragon hélas? Je dirais presque Aragon, heureusement. Parce que ce siècle est tellement compliqué, tellement difficile à comprendre, et nous en procédons profondément encore aujourd'hui, que c'était bien qu'un homme dise, dans toute cette horreur, il y a quand même quelque chose de possible. Parce que au moment le plus difficile, 1956, la révélation des crimes de Staline, ils viennent découvrir 2 ans ou 3 ans avant, à Vienne et à Moscou, la paranoïa antisémite de Staline dans ces derniers jours. Et ben, il y a cet homme qui dit, au fond, j'y crois. Au plus fort de la nuit, j'entends le coq chanter. Alors Daniel Bougnou écrit, au fond, vous dites cet homme y croit, Daniel Bougnou écrit qu'il est au fond comme un nageur qui se noie, mais qui a encore la force de lever le bras pour sauver l'enfant hors de l'eau, qu'il veut sauver, et vous rajoutez contre toute vraisemblance. C'est une citation d'Aragon tirée de La fin du monde réel. Mais il y a cette phrase si forte dans cette citation, je fais partie de ces hommes qui ont toute leur vie voulu désespérément croire. Et ces 2 mots, à mon avis, résument très bien Aragon. Et cette croyance, en effet, est génératrice des pires crimes, parce que c'est une affaire d'amour. Aragon a eu, je pense, là, le défaut, si c'est un défaut, de confondre la politique et l'amour. Il a fait de la politique une affaire de famille. C'est le sujet entier de votre livre, qui aurait pu s'appeler La politique et amour. Oui, c'était le premier titre d'ailleurs. Mais en effet, c'est une impasse terrible, parce qu'au nom de l'amour, eh bien, on commet des crimes passionnels, et Aragon a fait de son engagement, mot contestable, une affaire absolument passionnelle et familiale. À partir de là, certaines choses ne sont pas négociables, certaines adhésions ou adhérences sont des passions très lourdes. Et Aragon est l'homme des passions lourdes. Alors qu'il en suscite à son tour, y compris la haine, y compris on crache sur lui, et c'est presque un genre littéraire de cracher sur Aragon. L'intellectuel français le plus insulté du siècle, mais comme Victor Hugo, avec Jaurès et Hugo. Comme Victor Hugo au 19e. C'est pourquoi la formule Aragon est là, c'est calqué sur celle de Gide, évidemment. Mais le parallèle Aragon-Hugo est très éclairant. Il faut le garder en tête. C'est ce que Gide dit, c'est ce que dit Jean d'Ormesson aussi. Voilà, on pense. Brice. Oui, a voulu désespérément croire. Moi, le bouquin d'Aragon qui m'intéresse le plus, que j'ai vraiment travaillé, c'est le roman inachevé. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est le roman d'un déçu du communisme. Or, à l'époque, après le 20e congrès, effectivement, vous avez tous ces écrivains qui disent « j'ai été trompé, j'ai été déçu ». Mais moi, ce qui m'énerve beaucoup, et là-dessus, j'aimerais bien entendre Daniel Sanaf, parce que je sais qu'elle le connaît bien. Moi, vous savez, je suis spécialiste surtout de littérature polonaise, bizarrement, et pas de littérature française. Mais en Pologne, il s'est passé la même chose. Évidemment, après le 20e congrès, vous avez un très grand nombre d'écrivains qui ont dit, communistes, qui ont dit « j'ai été trompé, j'ai été abusé », il y a Vagik, il y a Cotte, etc. Il y a des gens merveilleux, quoi, et qui écrivent des bouquins en disant « voilà, maintenant, je ne veux plus de ce système, je le conspue, soit je rentre dans l'opposition directe si on me laisse faire, soit je rentre dans le révisionnisme, c'est-à-dire que je demande des comptes à mon parti au nom du marxisme lui-même et de ses idéaux. » Par contre, vous avez un autre type d'écrivain, et Aragon en fait partie, il est emblématique de ça, qui, au lieu d'attaquer le système et de venir au secours de ceux qui ont été trompés par lui, mettent en scène leur propre douleur. Et je pense à Kazimierz Brandis, parce qu'en Pologne, c'est exactement c'est tout ce que tout le monde a. Ah bah non, au contraire. Watt, lui, il est rentré dans l'opposition et pas qu'un peu. Et d'ailleurs, il est à France Culture tous les soirs en ce moment. Il sera à France Culture tous les soirs à partir de la semaine prochaine et j'en suis ravi pour ce livre Mon siècle. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Daniel Sanaf, vous qui avez rencontré, on en a déjà parlé ensemble hors micro à plusieurs reprises de Brandis. Brandis a joué en Pologne exactement le rôle d'Aragon ici, c'est-à-dire quelqu'un qui met en scène sa propre souffrance d'avoir été trompé, d'avoir été déçu, qui regrette ses nuits enflammées où il a prôné le stalinisme et qui, au lieu
lieu de plaindre les victimes, se plaint lui-même. Daniel Salnave. Oui, mais je serais tout à fait d'accord sur la manière dont Brice parle de Casimir Brandis, et d'ailleurs il faudrait parler plus souvent de Casimir Brandis, mais je pense qu'Aragon c'est tout à fait autre chose. C'est quelqu'un qui a tout su dès le début, on peut dire. On peut dire qu'il a tout su dès le début, très vite en tout cas. Lorsqu'il rencontre Elsa Triolet, la manière dont Elsa a connu, ainsi que sa sœur, l'Union soviétique, la manière dont elle est partie, fait que Aragon n'ignore rien. Il n'ignore rien, et pourtant c'est là le grand paradoxe qui peut aboutir évidemment à l'attitude très négative, et que je peux comprendre sans la partager, de Brice. Il l'a compris, et pourtant. Et je pense qu'il y a une phrase dans La mise à mort qui rend absolument compte de son trajet ou sa trajectoire. Quel désordre, mon Dieu, quel désordre. Il n'y a pas que moi qui ai perdu mon image. Tout un siècle ne peut plus comparer son âge à ce qu'il voit. Et nous nous comptons par millions qui sommes les enfants égarés de l'immense divorce. Les enfants égarés de l'immense divorce, pour moi, c'est une phrase extraordinaire où beaucoup peuvent se reconnaître, et je me dis que je fais partie de ces égarés de l'immense divorce. Daniel Bougnoux. Cette phrase, je l'ai choisie en exergue du hors-série du Monde, qui est paru en kiosque, 124 pages, et j'ai tenu à ce que cette phrase figure en bandeau à la page 2, parce qu'en effet, elle résume, tiré de La mise à mort, donc de Pléiade 5, ce qui est un superbe roman, cette mise à mort. Alors, je suis d'accord, Brice, on peut trouver beaucoup de jérémiades dans La mise à mort et dans ce volume 5 de Pléiade. En effet, Aragon se répand en jérémiade, parfois c'est insupportable, je suis d'accord. Il faut traverser cette couche-là, parce qu'Aragon n'est pas qu'un pleurnicheur, c'est un combattant, et c'est un homme qui, par les lettres françaises par exemple, fait un formidable travail de contrebande en direction des pays de l'Est, et on le lui reproche. Et en 68, l'affaire de Tchécoslovaquie va aboutir justement à la punition, on va lui débrancher, on va lui couper le robinet des lettres françaises, et on va lui arracher son journal en 72, 2 ans après la mort d'Elsa. C'est un deuil immense pour Aragon, comme a été bien sûr déchirante la mort d'Elsa. Et Aragon est l'homme de ces déchirures. Et je proposais aussi à Josiane Savino pour le hors-série du Monde, comme titre général, Aragon, la déchirure. Parce que nous connaissons ces vers amoureux, mon cher amour, mon grand amour, ma déchirure, mais tout ça est une affaire d'amour, et c'est vrai que l'amour est une passion très lourde, mais qui n'est pas de l'ordre de l'imposture, et qui ne conduit pas forcément aux jérémiades. Pierre Juquin. Mais c'est aussi parce qu'Aragon avait une pensée construite. Son adhésion au Parti communiste, c'est pas ou au communisme, c'est pas un jaillissement comme ça tout d'un coup. Il l'a longuement mûri, et il y a des constantes structurant sa pensée. La haine de la guerre. Et l'éradication des causes profondes de la guerre, c'est pas simplement la haine de la boucherie, le mépris et la haine du colonialisme. Il va jusqu'au bout, de la guerre du Rif à la guerre du Vietnam à la guerre d'Algérie. La détestation de cette bourgeoisie qui le fascine parce qu'il la connaît admirablement, qu'il l'a vécu, qu'il la lit dans Proust et dans d'autres. Il a lui-même les airs d'un grand bourgeois. Oui, il a des airs d'un grand bourgeois, mais il les méprise, il a des mains très élégantes. Il déteste leur hypocrisie. Et il pense qu'un autre monde est possible. Je crois qu'il a gardé ça jusqu'au bout, que l'humanité changera et qu'il faut qu'il se batte pour ça. Alors, l'histoire est à douleur, l'histoire est tragique, il décrit les débandades, les défaites. Mais est-ce qu'il en parlait de ça avec vous, avec le militant communiste que vous avez été, Pierre Juquin? Est-ce que vous parliez de cela dans des discussions? Surtout ce que je viens de dire. C'est-à-dire, l'histoire est une chose terrible. Ce qu'il appelait le vent de l'histoire balaye, déchire, détruit, tue les gens, tue les rêves, mais le rêve est plus fort que tout, et on finira bien par y arriver. C'est le mythe d'Icare. Icare tombe une fois, 2 fois, 3 fois, il le disait, et un jour, Icare volera. Mais est-ce que là aussi, il n'y a pas au fond quelque chose de, on pourrait dire, c'est comme cela, qu'il confondrait, vous dites, Daniel Bougnoux, il confond amour et politique, est-ce qu'il ne confond pas aussi presque roman et politique, hein? Voilà, c'est la question du roman est essentielle. Le roman, c'est la forme suprême de l'écriture et de la pensée, car Aragon est un penseur. Alors quand on dit c'est un merveilleux styliste, mais il se trompe, mais il vaticine, non, moi, la langue, c'est beaucoup plus que la langue. La langue, c'est la pensée. Le style, c'est l'homme, si on veut, qui n'est pas un grand bourgeois. Je réagirais contre cette formule. Aragon a vécu assez pauvrement jusqu'à la Semaine Sainte. Il habitait 2 pièces rue de la Sourdière. Ce n'est qu'en 60 qu'il accède au beau quartier, rue de Varennes, dont il n'est que le locataire. Aragon était un formidable travailleur. Il allait travailler aux Tuileries sur un banc parce qu'Elsa occupait l'unique pièce où on pouvait travailler de la rue de la Sourdière. Jusqu'en 60, il a composé ses romans sur des tables de café. Tout de même, il était éduqué comme un bourgeois. En effet. C'est pas une question de porteuse. Il a du mal à adopter la voix ouvrière. On le sent dans ses romans. Il avait de la classe.
avait de l'allure. C'était un aristocrate Bien sûr. plus qu'un bourgeois. Oui. Il détestait la bourgeoisie au nom de l'aristocratie, avec des valeurs elles-mêmes très aristocrates. Et Thorez. Et de Thorez, c'était aussi un aristocrate, d'une certaine façon. D'origine ouvrière. Et de même qu'il n'aimait pas, justement, alors que l'on parle de lui comme d'un écrivain engagé. Je me mets toujours dans une colère folle quand on me dit que je suis un écrivain engagé. Je n'ai jamais été engagé. À aucune Saint-Valentin. Je ne suis pas un domestique. J'écris ce que je pense, et il n'y a pas besoin d'un adjectif nouveau pour exprimer le fait qu'on écrit ce qu'on pense. Cette littérature engagée dont on me parle m'a l'air d'une littérature préfabriquée. Il m'arrive, je pense à certaines choses, elles me tiennent à cœur, j'en parle, je leur donne figure, elles passent dans les poèmes, dans les romans, c'est une autre affaire. Mais ça n'est pas parce que je me sacrifie, et que, au lieu de raconter les jolies histoires sur les fleurs et les oiseaux pour lesquels j'étais peut-être fait, je décide de remplir mon devoir de citoyen en écrivant. Voilà, c'est Aragon, interviewé par Jean-Paul Thomas en 1967. Daniel Salnave. Oui, il faut replacer aussi les choses par rapport à aujourd'hui, par rapport à des images qui se sont imposées, qui sont nécessaires. Moi, je suis sensible à ce que dit Brice tout à fait à la fin de sa chronique, quand il dit qu'il ne faut pas oublier aussi tous ceux qui mouraient par moins 40 dans les camps dans la neige. Et absolument. Mais il faut bien voir qu'il y a quelqu'un qui a été l'intercesseur d'Aragon, qui a fait comprendre Aragon, qui l'a aimé et qui l'a fait comprendre, qui est Antoine Vitez. Et il y a quelque chose de comparable dans cette fidélité qu'Antoine Vitez a eue à cet engagement communiste jusque dans les années 80, cette fidélité qui, je sais, mais je pense que quand même, il n'ignore rien de ce qui s'est passé. Ce ne sont pas des gens qui disent c'est pas vrai, les camps n'existent pas, ou le rapport attribué à Khrouchtchev. Non, ce sont des gens qui savent, et pourtant. Et je crois que c'est aujourd'hui, pour des jeunes générations, il faut comprendre ce et pourtant, pour qu'ils ne l'interprètent pas comme mais ça alors c'était des salauds triples ou quadruples, puisqu'ils savaient et qu'ils continuaient. Il faut faire comprendre ce que ça peut vouloir dire, même si en effet, on porte aussi cette douleur de ceux qui, pendant ce temps-là, mouraient dans les supplices, pour reprendre un vers qu'Aragon consacre aux résistants et qu'on pourrait aussi destiner à tous ces dissidents morts dans des camps. Pierre Juquin. Je suis très sensible à ce que vient de dire Daniel Salnave, parce que c'est vrai que j'admire Aragon, j'aime cet homme, j'essaye de le comprendre, c'est pas toujours facile. Dieu que cet homme est complexe. Dieu que cet homme est complexe. Je ne lui fais pas de cadeau, je crois. C'est pas du tout une hagiographie. Non, du tout. Ce serait d'ailleurs une très mauvaise façon de l'aimer. Mais je suis aussi très engagé dans ce que j'écris. J'ai participé à toute cette histoire. Et je vais vous dire, moi, je ne crois pas à l'Union soviétique, je ne crois pas au parti bolchevique, je ne crois plus à une organisation telle que nous l'avons connue. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire, même au sein du marxisme. Mais j'y crois encore, et je pense que c'est extrêmement nécessaire. Est-ce qu'il n'est pas beau pour les jeunes d'aujourd'hui de voir ces hommes qui se sont battus au nom d'une humanité à venir? Et oui, Icare volera un jour, moi je crois ça, et Aragon y a cru profondément. En écrivant ce livre, j'ai payé ma dette à son égard parce qu'il m'a aidé à y croire. Mais y croire en ayant les yeux ouverts. Oui, moi non plus, je ne fais pas de cadeau à Aragon, je crois, dans mon livre. Je discute ces questions, mais je ne voudrais pas céder au démon de la vérité révélée a posteriori. Nous avons la lèvre superbe, dit Aragon, nous sommes comme ces superbes moutards qui ont tout appris de naissance et qui savent désormais à quoi s'en tenir sur l'histoire. Eh bien, lui, il a traversé l'histoire jour par jour, et je ne dirais pas qu'il a tout su d'un seul coup. En 36, en 37, on le voit effrayé par l'arrestation de Primakov. Il n'y comprend rien, et Primakov, c'est un peu l'histoire de Soleil trompeur du film de Mikhalkov. Primakov va finir fusillé après 6 mois de torture à la Loubianka, et c'est son beau-frère. Et il dira, après tout, les soviétiques m'ont tué 2 beaux-frères, Mayakovsky suicidé en 30, Primakov fusillé en 37. Pour Aragon, c'est incompréhensible. Il quitte avec Elsa l'URSS, ils sont déboussolés. Ils se promettent de ne plus y revenir. Et puis, Staline va devenir le vainqueur de Stalingrad, et après la guerre va sortir auréolé. Et la mort de Staline, on voit les gens se suicider par désespoir de voir le Dieu vivant anéanti. Il faut se remettre dans ce siècle absolument schizophrénique. Oui, il faut dire qu'il avait écrit tout de même merci à Staline qui a rendu possible la formation de ces hommes garants de l'indépendance française, de la volonté de paix de notre peuple, de l'avenir d'une classe ouvrière, la première dans le monde,
à l'assaut du ciel et qu'il ne détournera pas de sa destinée en lui faisant voir 36 étoiles étrangères quand elle a de tels hommes à sa tête. Merci à Staline pour ces hommes qui se sont forgés à son exemple. C'était faible par rapport à ce que certains autres ont déclaré, y compris Paul Éluard, Même qui a été beaucoup plus loin dans l'éloge dithyrambique. C'est Éluard qui fait la bande-son en off du film L'homme que nous aimons le plus, que le Parti communiste français a produit pour le 70e anniversaire de Staline. Et Picasso fera aussi le portrait qu'on lui reprochera plus tard. Parler d'Aragon sans Elsa, difficile, extrait du film que Agnès Varda a consacré à Elsa Triolet. Aragon. Je suis plein du silence assourdissant d'aimer, assourdissant d'aimer. Je suis plein du silence assourdissant d'aimer. Je suis plein du silence assourdissant d'aimer. Je suis plein du silence assourdissant d'aimer. Du silence assourdissant d'aimer. Est-ce que vous connaissez Elsa? Je ne crois pas. C'est-à-dire que je crois tout le temps que je la connais bien, mais qu'Elsa elle-même change l'idée que je me fais d'elle. Que je pense toujours qu'Elsa m'échappe. Et cependant, je le pense depuis 37, 38 ans. C'est étrange que tu penses ça. Je me souviens du chapeau ou du manteau de fourrure d'Elsa le jour où je l'ai rencontrée. Mais le reste, c'est l'infixable. Eh bien, moi, j'ai des souvenirs assez précis. Louis ressemblait à un danseur d'établissement. Il était extraordinairement brun, ce que aujourd'hui personne ne veut croire, parce qu'il a les yeux bleus, et comme il a les cheveux blancs, alors on croit qu'il était blond. Or, il était aussi brun que possible. Il était très mince et très beau, un peu trop beau. Suffit-il donc que tu paraisses de l'air que te fait rattachant tes cheveux, ce geste touchant, que je renaisse et reconnaisse un monde habité par le chant, Elsa mon amour, ma jeunesse. Eau forte et douce comme un vin, pareil au soleil des fenêtres, tu me rends la caresse d'être, tu me rends la soif et la faim de vivre encore et de connaître notre histoire jusqu'à la fin. On se lâche. On se lâche, dit Daniel. Oui, on a tous envie de la chanter à tue-tête. Cette chanson, on se lâche. Ah, mais tiens, on se lâche. Vous croyez pas si bien dire, Daniel Bougnou. Pierre Juquin, dans votre livre, vous dites que dans la préface, vous avez été évidemment aidé par ceux qui, notamment, ont les droits des documents d'Aragon, sont les ayants droit d'Aragon, dont Jean Rista, qui vous dit, pour vous encourager dans votre œuvre vaste, Pierre Juquin, dit tout. Est-ce que vous avez tout dit, vous ? J'ai essayé, c'est pas facile. Je veux rendre hommage à Jean Rista. C'est un homme parfois décrié. Je pense que Aragon, dans la dernière partie de sa vie, a eu beaucoup de chance de rencontrer Jean Rista. J'en dirai pas plus. J'ai rencontré Jean Rista longuement il y a quelques années, quand la première idée de ce livre est venue. Et puis je l'ai rencontré il y a quelques temps, au moment où j'allais commencer à écrire. Il m'a pris dans ses bras, il m'a dit « Pierre, dis tout ». Et j'ai essayé et je crois qu'il y a encore infiniment à dire que je n'ai pas dit. Mais je l'ai fait en essayant d'être aussi vrai que possible. Mais on attendra avec impatience, Pierre Juquin. Alors, le deuxième tome fera probablement causer parce qu'évidemment, il y est question de Staline, de Khrouchtchev, de Maurice Thorez, de Brejnev, des dissidents, de Roger Garaudy, de Laurent Casanova. C'est beaucoup plus près de nous, tout ça. Ouais. Faisons attention aussi de ne pas écrire l'histoire en ayant le regard d'aujourd'hui. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Or, le communisme est vaincu à l'heure actuelle, dans la forme absurde et insupportable qu'il a prise, mais peut-être que ça a fait avancer aussi certaines choses et autre chose ressurgira, autre chose reviendra. Je suis désolé de me laisser aller comme ça, mais j'ai écrit dans cet esprit-là, dans cet amour d'Aragon, et je lui dois
cette croyance, qui n'est plus la croyance aveugle dans ce qui s'est passé, mais que l'humanité peut se dépasser. On vous avait dit, à vous aussi, Daniel Bougnoux, tu vas écrire sur Aragon. Dit tout. Il me semble qu'il manque un passage dans votre livre. Non, je n'ai pas les bonnes relations. J.B. Pontalis. Je n'ai pas avec Jean Ristat les bonnes relations qu'entretient avec lui mon voisin Pierre. Vous en avez eu. Et c'est vrai que dire tout, ce serait dire l'impossible. Et que c'est impossible de tout dire. Lacan, n'est-ce pas, c'est impossible. Mais en même temps, à l'impossible, nul n'est tenu. Aragon corrigeait, à l'impossible, je suis tenu. Et au fond, le réel, c'est l'impossible. Et il faut y parvenir, ou du moins y tendre. Et moi, j'ai voulu parler d'une scène dont j'ai été, en effet, le témoin, involontaire, mais très impliqué. Une scène de drague homosexuelle en 73 dans un hôtel résidence du Cap-Brun que Daniel connaît bien. Et une scène carnavalesque et grotesque que je tenais à raconter parce qu'elle avait, au fond, stimulé pour moi. Là, ce sont les mots qui blessent. Vous pouvez dire que c'est une scène. Pourquoi serait-elle carnavalesque ou grotesque? Parce qu'il s'est déguisé, de la vie, c'était drôle, de la vie. Enfin, je n'imaginais pas Aragon comme ça. Oui. Mais bref, je tenais à raconter ça dans mon livre, et Jean Ristat a demandé la suppression de ce chapitre. Donc mon livre, La confusion des genres, paraît amputé d'un chapitre. Donc il y a des limites au tout dire, et c'est dommage parce que. Qu'avez-vous vu de si extraordinaire qu'on ne puisse pas le dire aujourd'hui en 2012? Mais moi je prétendais pouvoir le dire, mais Jean Ristat ne l'a pas toléré, contrairement à Jean-Baptiste Pontalis, qui est Jean Bertrand, qui n'y voyait pas matière à scandale et qui, lui, tenait à ce que ce livre paraisse entier. Mais nous avons été tous les deux mis devant le loukaz, la décision de supprimer ce chapitre. Donc, ce chapitre, paradoxalement, on le trouve maintenant assez facilement sur Internet. Et donc, ce qui devait être caché au lecteur devient 10 fois plus visible par la volonté même de l'exécuteur testamentaire. Est-ce que cela vous choque, vous, Pierre Juquin, que Daniel Bougnoux raconte qu'il a vu l'auteur du Conte d'Irène vêtu d'un cache-sexe rouge vif? Franchement, oui. Voilà. Je pense que c'est bien de le raconter, il le raconte, etc. Mais je pense là à Daniel Bougnoux qui a d'immenses mérites. C'est d'avoir été l'homme qui a publié dans la Pléiade l'œuvre complète d'Aragon avec une annotation formidable, un soin des textes, etc. Dont tout le monde reconnaît qu'elle fait autorité. De ce fait, il apparaît un peu comme le représentant officiel, l'officiel de l'aragonisme, d'Aragon, et qu'à ce titre, il aurait peut-être fallu publier ailleurs. Mais c'était le cas. C'est un essai. Oui, mais c'est publié sur le même auteur. Cela dit, je suis contre la censure. Donc, il fallait s'arranger Daniel Bougnoux. Mais moi, c'est au nom de la complexité d'Aragon que je tenais à fixer cela, et au nom de la vérité. Parce que, après tout, cela a existé, et donc je ne vois pas. Et moi, ça m'a mis tellement en branle intellectuellement concernant la personne même d'Aragon. Ça m'a tellement posé problème que je voulais que les lecteurs, devant cet étrange personnage, soient renforcés dans leur curiosité. D'autant qu'au fond, raconter peut-être des moments de la vie, sans en faire forcément des tonnes, mais de la vie d'Aragon, paraît totalement obéir au fond à ce que lui-même disait. Je ne suis ni les règles, ni du roman, ni la marge du poème. Je pratique tout éveillé, la confusion des genres. Enfin, c'est clair. Bien sûr. Et la c'est bien plus clair que du Gide encore. Du masculin et du féminin, par exemple. Non. Salnave. Je tombe un peu de mon haut, là. Franchement, il était temps. Je tombe de mon haut, parce que Daniel rappelle qu'il se trouve que dans ces années-là, de la fin des années 70, faisais partie de ce cercle autour d'Aragon. J'étais une fille, je suis toujours une fille, j'étais pas un garçon. Donc, il y a des choses qui m'ont sûrement échappé. Bon. Mais cela dit, moi, ce que j'ai vu à ce moment-là est hors de tout doute. Je me souviens d'une petite fête romaine qui avait eu lieu au bord d'une piscine à la résidence du Cap-Brun, dans laquelle il était absolument clair que une confusion des genres, dont tout le monde profitait d'ailleurs, était à l'ordre du jour. Je suis étonné que ça puisse aujourd'hui poser un problème. Bon, je connais Jean Ristat depuis très longtemps, je ne connais pas les dessous de l'affaire, je vais me renseigner un peu. Mais en fait, dessous, je crois que certains, il y avait des dessous, d'autres n'en avaient pas. Et le clou de la fête était un de mes étudiants que j'ai découvert nu dans un immense gâteau qui lui était apporté comme dans le Satyricon. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et l'étudiant et moi, nous sommes embrassés très contents. On ne s'était pas vu depuis la fin de l'année à Nanterre. Et il était nu dans un gâteau qui était offert à Aragon pour cette fête romaine. Tout le monde sait tout cela. C'est bientôt l'anniversaire, Daniel. Mais je comprends la réaction de Pierre. Et je comprends. J'ai reçu des mails dans ce sens, un peu indignés
renié de la part d'anciens communistes ou de gens qui ont une image un peu officielle d'Aragon. Sur cette question-là, quand même, j'espère qu'il n'y a pas de... Vous dites, c'est un essai très personnel, ça n'est pas dans la Pléiade, Daniel Bougnou, que vous écrivez, par exemple, que au fond, Aragon aurait peut-être pu, et heureusement, il n'a pas fini comme ça, mais finir comme Pasolini. En effet, on pouvait le craindre, et certains l'ont craint autour de lui. Pierre Juquin. Moi-même, dans le tome 2, le rapprochement avec Pasolini. Non, mais je respecte complètement tout ça, c'est la vérité d'Aragon, c'est réel. Fallait-il le dire sous cette forme, à ce moment-là, en racontant ça? C'est une question. Et je comprends qu'il y ait, autour de moi, de nombreuses réactions. Et moi-même, je sais pas, j'attendais pas de ça de Daniel Bougnou, en quelque sorte le couronnement de l'œuvre considérable qu'il a faite. Peut-être que Daniel Bougnou avait d'une manière plus ou moins inconsciente envie de tourner la page qui s'énonce, terminée. Ça m'avait choqué. Alors, c'est ça la confusion des gens. Non, je tenais à propager cette onde de choc. Moi, j'avais reçu ce choc d'un Aragon, en effet, en drag queen, pour le dire crûment. Mais après tout, je voulais que cette image soit donnée à un public de lecteurs qui parfois ont une image plus religieuse, plus conforme, plus choqué par quoi? Parce que nous vivons dans un univers de tisane. En effet, on pourrait, avec Aragon, citer ce vers chanté par Léo Ferré. Mais Aragon, c'est pas de la tisane, et Aragon, c'est pas de la culture karaoké, comme le disait tout à l'heure Daniel Salnave. Et donc, il faut en effet suivre et approuver jusqu'à un certain point sa force de provocation, de scandale, le même qu'écrivait dans Le Libertinage. J'ai toujours cherché le scandale pour le scandale. Il ne faut pas édulcorer Aragon, et je crois que avec la censure de Jean Rista, on cherchait à l'édulcorer. Moi, je crois qu'il y aura là-dessus un débat qui n'est pas clos et qu'il faudra sans doute avec toi, Pierre, poursuivre. Oui, et je suis... Parce que Pierre Juquin est un homme de paix. Je ne parle pas à la place de Jean Rista. Nous n'en avons pas parlé tous les deux, d'ailleurs. Pas du tout. Je suis d'accord sur l'idée du scandale, de la provocation. Ça, c'est certain. Aragon a été au fond dadaïste toute sa vie à cet égard. Et il a rendu d'immenses services en nous bousculant tous les uns et les autres. Je crois que c'est important, y compris à propos de ses rapports avec Elsa, quand il publie la lettre qu'on trouve dans Blanche-Louis. Et de ses rapports avec Breton. Vous dites que ce n'est pas forcément celui qu'on croit qui dominait l'autre. On dit toujours que c'est Breton qui a l'influence sur Aragon. Aragon en avait énormément, à l'inverse. Je ne suis pas celui que vous croyez, dit-il sous multiples formes. Ça a été important pour les communistes un peu confiés en dévotion et en moralisme passé, et comme la citation de l'homme communiste de 46, le premier volume, l'a indiqué tout à l'heure, ça a été très important qu'il bouscule tout ça. Sur la question d'Aragon, le scandaleux, bravo. Voilà. Et puis, balayons devant notre porte, vous rappelez aussi, Daniel Bougnou, que dans Le Paysan de Paris, Aragon traite les journalistes de cons, de canailles, de fiantes, de cochons. Il dit on peut à la rigueur serrer la main d'un journaliste, se laver ensuite, et pas seulement la main contaminée. Mais il a été un immense journaliste, et je lui consacre un chapitre. Allez, immense patron de presse. Un dernier tout petit mot, ça va être difficile, pour imaginer, Pierre Juquin, quelqu'un n'a jamais entendu parler jusqu'à ce matin de d'Aragon, pardon. Par quel livre il faut commencer? Aurélien, le fou d'Elsa dans les poèmes. J'adore le fou d'Elsa. D'ailleurs, je conclus mon deuxième tome. C'est pas une biographie à l'américaine. Non, dans l'ordre chronologique strict. Vous gardez une sorte de chronologie. Je termine le deuxième tome par le fou d'Elsa, parce que je crois que c'est justement un de ces poèmes encore difficiles à déchiffrer, qui ouvre à la réflexion pour beaucoup de gens dans les problèmes du monde d'aujourd'hui, sur les problèmes du monde d'aujourd'hui, le rapport des cultures, le bouleversement des dogmatismes, etc. Ça, c'est très important. Daniel Bougnou, il faut commencer par quoi? Le roman inachevé que Brice Couturier a devant lui et qui est en effet le volume d'où Léo Ferré a tiré la plupart de ses chansons, et puis dans les proses, le Conte d'Irène, parce que c'est absolument irrésistible, et puis bien sûr Aurélien, dont Brice a dit du mal, mais nous allons, après ce micro, en reparler. Si vous voulez, on rentre à l'antenne, la directrice adjointe est là, on peut continuer, qui sait, jusqu'à midi, j'attends un signe de sa part, Noël, méfiez-vous, madame la directrice, de me faire oui. Vous aimez beaucoup, oui, alors c'est incontournable, Aurélien. Les chansons, et puis les chansons les poèmes chantés par Ferré, blues, incroyable. C'est écrit quand, comment, blues? Alors c'est écrit dans Les Poètes. Ça s'appelle Porte de Vanves. Ça raconte les années de l'hôpital Brousset où Aragon rature des vers tout en étant à la salle de garde et en poursuivant ses illusoires études de médecine. On veille, on pense à tout, à rien, on trafique des vers, de la prose, et dans cet univers de tisane, puisque c'est l'hôpital où Verlaine lui-même est mort. En attendant le jour qui vient. Voilà.